Après le très bon épisode qu'on a eu la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, ni celle d'avant, bon bref, avec le très bon premier épisode qu'on a eu, la saison 26 s'annonçait d'ores et déjà comme plus prometteuse que la 25. Mais il faut pour cela que la suite ne gâche pas tout, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on parle du deuxième épisode de cette 26e saison, j'ai nommé The Worldwide Privacy Tour. C'est un triste jour pour le Canada, et donc pour le monde, puisque leur reine est morte. Enfin ça c'était il y a quelques mois, mais Ike ne peut s'empêcher de revoir encore et encore les funérailles de la reine, car en tant que bon Canadien, il est inconsolable. Le problème c'est que Kyle a besoin du PC pour jouer à Darktide avec ses amis, et il en a marre d'entendre parler des affaires de la famille royale canadienne, en particulier ce qui concerne le prince et sa femme. Le couple royal a en effet violemment critiqué la monarchie, et est donc maintenant très mal vu par tous les Canadiens. Kyle rate donc sa soirée de jeu, finalement ses potes ont joué sans lui et ont pris pas mal d'avance, mais Butters vient le consoler en lui parlant de quelque chose qui pourra changer sa vie. Ses parents l'ont envoyé faire du brand management, c'est-à-dire travailler sur la marque qui le caractérise, en d'autres termes sa crédibilité, sa réputation, ou tout simplement son image. Ça intrigue alors Kyle qui se rend donc avec Butters chez Cum Hammer, où un certain Monsieur Davis l'accueille et commence à le prendre en charge. Le jeune dirigeant d'Hollywood veut que ses amis pensent qu'il est cool, ce à quoi Monsieur Davis répond en proposant plusieurs adjectifs qui seraient les fondements de sa marque et auxquels il devrait se tenir, mais ça risque d'être compliqué avec ce qui se trame au pays du sirop d'érable. Dans Good Morning Canada, le prince est invité avec sa femme pour parler de son nouveau livre, sobrement intitulé « Ouais ». Ils disent vouloir que les gens respectent leur intimité et quand on les confronte à leurs incohérences, ils prennent la décision de quitter le pays. Commence alors le Worldwide Privacy Tour qui donne son nom à l'épisode, un tour du monde ayant pour but de se montrer à toute la planète pour faire part de leur envie d'intimité, évidemment. Ils partent donc à plein d'endroits, en France, en Inde, en Australie, et au moment de parcourir les États américains, ils se rendent également dans le Colorado. Ils passent rapidement à Aspen, ce qui nous permet de revoir Tad de l'épisode Aspen, mais évidemment le plus intéressant c'est quand ils arrivent à South Park. Le couple princier décide d'y rester puisque la femme du prince pense que cette petite ville de montagne sera l'endroit parfait pour persuader le grand public qu'ils veulent vraiment de l'intimité. Évidemment une fois installés, ils font tout de manière extravagante pour se faire remarquer, et le problème c'est qu'ils emménagent dans l'ancienne maison de Cartman, c'est-à-dire juste en face de la maison des Broflovski. Kyle essaie de travailler sur son image, mais leur distraction l'en détourne, ce qui va engendrer encore plus de plaintes de sa part. Ses amis lui disent qu'il est casse-couille, qu'ils n'en ont rien à foutre et qu'ils ont surtout marre d'entendre parler d'un stupide prince et de sa femme. Et c'est vrai que quand on y regarde de plus près, depuis le début de l'épisode, Kyle ne leur a vraiment parlé que de ça. Pour se rattraper auprès de ses copains, il essaie donc de retravailler davantage sa marque avec Monsieur Davis, celui-ci lui disant que c'est bien évidemment ce qu'il y a à l'extérieur qui compte chez quelqu'un, étant donné que les autres ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il lui trouve donc une nouvelle marque qui pourra résoudre tous ses problèmes, Kyle sera maintenant une victime super cool que rien ne dérange. Quand sa maison est tapissée de couvertures de magazines, il s'en fiche. Quand le prince lui montre sa tub bleue, il s'en fiche. C'est bel et bien un nouveau Kyle qui est né. Il vient alors montrer son nouveau lieu à l'école, essaie de louer les mérites du management de marque à Jimmy, et il apprend que Butters est en train de se faire tabasser par bébé. En effet, le jeune blondinet est allé un peu trop à fond dans l'image qu'il voulait se donner, et a fini par insulter bébé sans aucune raison, ce qui était apparemment une très mauvaise idée. Kyle le ramène donc chez Cum Hammer, mais il tombe nez à nez avec les deux Canadiens qui sont en pleine consultation avec Monsieur Davis concernant leur marque. Le jeune juif se rend finalement compte que c'est cet endroit et tout ce concept de marque qui ne rime à rien, et son discours convainc le prince qui se rend compte de la vérité sur sa femme. Elle ne veut pas vraiment que les journalistes respectent son intimité, et elle n'est en fait qu'une coquille vide qui vit pour les caméras, ce qui pousse le prince à la quitter avec tristesse. Kyle comprend maintenant son frère, ses potes viennent le voir pour le soutenir, et lui propose de venir jouer dehors pour une petite partie de basket, où ils seront rapidement rejoints par le prince qui lui aussi veut jouer, enfin, à sa manière. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, à vrai dire, c'est un peu compliqué, puisque j'ai été un peu dubitatif au début, puisque je trouvais que l'épisode se contentait de répéter la même blague en boucle tout en ayant certains moments un peu plus marquants. Mais en le regardant plusieurs fois, j'ai fini par revoir mon jugement à la hausse. En vrai, l'épisode est vraiment intéressant, et il se tient très bien, son rythme est agréable, et je trouve surtout que tout devient beaucoup plus plaisant en comprenant l'importance qu'ont Harry et Meghan dans les médias américains à l'heure actuelle. Alors oui, c'est vrai que je l'ai pas encore précisé, mais le prince et la princesse du Canada sont évidemment des parodies du prince anglais et de sa femme, tout l'épisode tournant vraiment autour de cette parodie. J'avais connaissance de leur actualité, mais j'ai l'impression qu'en France, les médias n'ont pas tant abusé que ça par rapport à eux, là où quand après l'épisode je me suis renseigné sur la médiatisation de ces deux-là dans le monde anglophone, j'ai compris que c'était à un tout autre niveau. Ils sont vraiment partout, sur les sites de news, dans les magazines, à la radio. Les Américains sont vraiment constamment spammés de Harry et Meghan, et même moi qui suis depuis peu en Nouvelle-Zélande, je me rends maintenant compte qu'ils sont en effet vraiment ultra présents. Et c'est pour ça que les Américains ont tant apprécié cet épisode, ils touchent directement un élément envahissant de leur quotidien à travers une parodie pinçante dirigée envers ceux qui ne cessent de les suivre à longueur de journée à travers la presse. Et quand je dis que les Américains ont apprécié, je rigole pas. Aux États-Unis, l'épisode a eu des retours qu'on voit rarement, tout le monde ou presque l'a adoré, et ça a même dépassé la fandom, certains ayant même découvert la série
série suite à la diffusion de cet épisode. Enfin bref, revenons comme d'habitude plus en détail sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Déjà, l'utilisation du Canada pour parler de la famille royale anglaise n'a rien d'étonnant. Ça avait déjà été fait dans Pudding Royal pour parodier le mariage du prince William avec Kate Middleton. Le Canada est un contexte parfait où placer le début de l'intrigue. Les personnages sont drôles de par leur accent et leur physique, il y a toujours quelques proutes mais ça n'abuse pas trop non plus, et ça m'aurait surtout déstabilisé que l'épisode nous représente les personnages comme étant anglais, notamment parce que la reine d'Angleterre était déjà morte dans la série. D'ailleurs cet épisode 2 en profite pour rapidement parler de la mort de la reine d'Angleterre qui a eu lieu entre les deux saisons. Pour l'aborder, les scénaristes se servent d'Ike pleurant la reine alors qu'elle s'en est allée il y a 4 mois, puisque oui, en temps réel, ça fait aussi 4 mois. Comme je l'ai rappelé juste avant, la reine d'Angleterre était déjà morte, donc c'est la reine du Canada qui est réutilisée, reine qu'on avait déjà vue dans Pudding Royal. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle prennent vraiment cher, l'épisode met particulièrement bien en scène leur hypocrisie et la façon dont les gens les voient. C'est d'autant plus drôle à la fin quand les deux intrigues se rejoignent et qu'on comprend qu'ils ne font finalement que suivre leur marque. Après, même si j'ai changé d'avis par rapport à mon premier visionnage, je continue de penser que la blague reste redondante. On comprend très vite que tout tourne autour du fait qu'ils veulent se montrer au grand public tout en faisant croire qu'ils veulent qu'on respecte leur vie privée, et ça va pas vraiment beaucoup plus loin. Cependant, quand on se rend compte de leur omniprésence médiatique et de qui ces deux-là sont vraiment, le fait que la blague n'évolue pas n'est pas gênant en soi, ça devient juste agréable de voir la série se moquer d'eux et on prend juste plaisir à se moquer à notre tour. Après, même si les personnages démarrent comme un couple, ils ont quand même un développement qui les distingue fondamentalement. Harry, ou juste le prince, puisque son nom n'est jamais mentionné, a tout d'abord un design très drôle, ressemblant vraiment bien à son alter ego tout en étant étrangement la parfaite copie d'une version canadienne du Kyle des post-Covid. L'épisode se moque déjà du livre que le prince a sorti parlant de la famille royale, Spare, qui devient ici Ouin, un titre bien plus adéquat. Il est celui qui est le plus mis en avant dans le duo, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour combler les désirs de sa femme, allant même jusqu'à montrer son zob bleu à la fenêtre de Kyle dans une scène assez bizarre. En réalité, cette scène fait référence à l'une des anecdotes présentes dans le livre d'Harry et qui a beaucoup fait parler d'elle. Le prince a en effet déclaré dans ses mémoires qu'il a eu le pénis gelé après avoir participé à une expédition dans l'Arctique en 2011, et évidemment Parker et Stone ne pouvaient pas laisser passer ça. Voilà, la scène reste toujours aussi particulière, mais au moins avec du contexte, c'est beaucoup mieux et on comprend pourquoi est-ce que cette zone précise est représentée de cette couleur-là. À la fin de l'épisode, Harry devient beaucoup plus cool en prenant conscience qu'il n'est pas obligé de calquer ses actions sur l'image qu'il veut que les autres aient de lui. Tout cela arrive quand il se décide à se séparer de sa femme, puisque depuis le début c'est en fait elle qui mène la danse. Meghan, ou la princesse du Canada, non pas celle-là, l'autre princesse. Oui, voilà. Et dès le début montrée comme aimant se mettre en valeur, répondant elle-même aux questions posées par le journaliste à son mari. On sent que c'est elle qui contrôle les actions du couple, c'est elle qui veut faire croire que préserver son intimité est sa priorité, c'est elle qui décide que s'installer à Sox Park serait une bonne idée. En clair, c'est elle qui mène son mari à la baguette et du couple, c'est elle qui est montrée comme étant toxique. Les scénaristes y vont fort pour la faire passer pour une cruche sans cervelle. Ils ne lui font dire que des banalités ou des mensonges, parodie de vraies couvertures de magazines représentant Meghan, et rien que la voix que Trey Parker lui donne est suffisante pour comprendre ce qu'ils en pensent. Le gag de cartoon à la fin m'a bien fait rire et appuie encore plus leur critique. Elle n'est rien à l'intérieur, seul ce que l'on perçoit d'elle à l'extérieur l'intéresse. C'est pour ça que je parlais de coquille vide avant, elle ne vit que pour les caméras, et c'est donc là la personnification ultime de tout ce concept de marque. Pour le coup, Parker et Stone se sont lâchés, et vu à quel point ils n'y sont pas allés de main morte, ce n'est pas étonnant que le vrai couple royal les ait menacés de poursuites judiciaires. Oui, parce que vous avez peut-être vu passer l'info, mais en fait il s'avère que c'est totalement faux. Apparemment l'épisode aurait énervé Meghan, même si la source n'est pas claire, mais le porte-parole du couple a déclaré que c'était une fake news et qu'aucune action judiciaire n'était envisagée. Puis de toute façon, les créateurs n'en sont pas à leur premier procès, donc je crois qu'ils n'en ont vraiment pas grand chose à foutre. Pour continuer sur le Canada, on a l'apparition de Sir Smelly John, caricature canadienne de Elton John, qu'on a lui aussi déjà vu dans la série à plusieurs reprises, donc fallait mieux en faire une version canadienne. Puis il y a bien un Trump canadien, donc après tout, je vois pas pourquoi chaque américain n'aurait pas son équivalent canadien. Il nous joue une parodie de Candle in the Wind, et d'ailleurs ce n'est pas la seule parodie de chanson anglaise, puisque la musique qui donne son titre à l'épisode, Worldwide Privacy Tour, reprend Magical Mystery Tour des Beatles. Et pour terminer avec les chansons et avec le Canada, le chant joué en fond pendant l'enterrement de la reine est chanté par nul autre que Betty Boogie Parker, la jeune fille de Trey Parker qui fait notamment aussi l'une des voix de Ike. Concernant l'intrigue B, j'aimerais d'abord parler de Butters. Même s'il n'est pas tant présent que ça, je le trouve vraiment sympa dans cet épisode, à trop se perdre dans ce délire de Mark. Kyle lui dit que ce n'est pas dans son personnage d'agir de la sorte, mais moi je trouve que si. Quand il le rassure pour ensuite lui vendre les bienfaits de la gestion de Mark, il m'a beaucoup fait penser à la meilleure gagneuse de Butters, et encore plus à Vic Chaos, son futur alternatif investisseur en NFT. Il faut croire qu'il est assez bon pour entraîner les gens dans ses combines foireuses. Mais ce qui m'a le plus fait rire, c'est de voir la façon dont il se fait totalement défoncer par bébé dans la cour. C'est vraiment pas le plus fort en baston, en tout cas les filles sont toujours montrées comme beaucoup plus fortes, puisque ce combat fait grandement penser au légendaire Cartman vs Wendy, qui s'est déroulé à l'exact même endroit et plus ou moins de la même façon. Après, Butters sert surtout à faire briller Kyle dans cet épisode, et c'est plutôt rare de voir ce dernier au premier plan comme ça, donc ça mérite d'être souligné. Au début, Kyle parodie surtout les Américains qui ne cessent de se plaindre du couple princier,
mais le fait est que même s'ils se plaignent, ils continuent quand même d'en parler, un peu comme ce que je disais la semaine dernière avec Kanye West et les médias, sauf que là, ceux qui se plaignent sont souvent les premiers à acheter les magazines et livres les concernant. Après, la petite déception que j'ai eue par rapport à Kyle, c'est qu'on n'a finalement pas vu sa coupe afro, là où elle était pourtant présente sur un des teasings de l'épisode. La dernière fois qu'on a vu ses cheveux, c'est quand il se les est rasés dans Super Hard Piscines, ou Super Principal Adjointe en français. Mais bon, du coup, j'imagine qu'ils ont bel et bien repoussé, même si ça aurait été sympa d'avoir une petite confirmation. On le voit descendre à l'arrêt de bus avec Kenny dans un plan 3D assez étrange, mais c'est toujours sympa de voir la série utiliser ce genre de plan qui change par rapport à d'habitude. C'est toujours triste de voir qu'il n'y a plus que Kenny et lui à l'arrêt, même si ça on l'avait déjà vu. Par contre, je sais pas pourquoi ils partent dans deux directions opposées, parce que si on se base sur les cartes des jeux vidéo, les deux maisons sont pourtant dans le même sens. Après, en soi, la série fait un peu ce qu'elle veut des cartes, comme par exemple avec la maison de Cartman qui semble être juste en face de celle de Kyle, ce qui avait déjà été montré avant, mais qui ne suit pour le coup pas les cartes des jeux. Kyle finit aussi par mettre en pratique ce qu'il a appris en laissant son frère être qui il est sans le gêner, et c'est très satisfaisant à voir. Globalement, toute la fin est très satisfaisante d'ailleurs. C'est aussi toujours sympa de voir Ike, même si pour le coup son rôle n'est que de lancer l'intrigue et de montrer plus clairement l'évolution de Kyle, mais le fait est qu'il utilise le PC de son père, ce qui est assez drôle quand on se rappelle à quoi il a servi dans la saison 20. Bon, plus globalement, tout le bordel de Cumhammer autour de la création d'une image factice était vraiment sympa. Au début, j'étais pas forcément super convaincu, mais force est de constater que ça finit par très bien se fondre avec l'intrigue du couple canadien, et que même si le message est plutôt simple, ça reste toujours agréable de rappeler à quel point nous vivons dans une société qui fait la part belle au paraître et à l'hypocrisie. Ce genre d'idée réduit les gens à l'état de produit, ce qui est le cas de beaucoup de célébrités dont Harry et Meghan. C'était aussi marrant de voir que quelle que soit la marque, victime était un adjectif qui apparaissait forcément. En plus d'être drôle, c'est bien trouvé, ça fait référence au fait que de nos jours, beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux sociaux d'être victimisés quand les choses ne vont pas dans leur sens, un peu comme ce que fait la princesse dans l'épisode. C'est devenu presque normal de se faire passer pour une victime, encore une fois c'est le cas d'énormément de célébrités, le couple princier en tête. Puis même quand Kyle chipote sur un adjectif, c'est jamais victime. En fait personne n'y fait allusion pendant tout l'épisode, ce qui montre à quel point ça semble parfaitement normal. Puis aussi pour ceux qui se demandent d'où vient le nom Cumhammer, pour moi c'est juste une déformation de Warhammer, l'épisode mentionnant plusieurs fois le jeu Warhammer 40 000 Dark Tide à travers les enfants et leur drip. Ah oui aussi, on revoit encore Jason Blanc dans l'école à plusieurs moments alors qu'il est toujours censé être mort, ça commence à faire beaucoup. Quitte à faire ça, j'espère qu'on le verra dans chaque épisode, parce que sinon c'est pas marrant, là au moins ça fait un petit easter egg. Et il y a aussi cet enfant qui est mort dans le Pandemic Special et qui revient, comme quoi la ville est peut-être en train de faire face à une invasion de zombies, de clones ou peut-être même de pubs, qui sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite par rapport à cet épisode 2 ? Bah déjà, le prince est apparemment toujours là et vit encore dans l'ancienne maison de Cartman. Je suis pas sûr qu'il devienne un personnage récurrent, mais en tout cas j'ai l'impression que les scénaristes sont potentiellement en train de placer leur pion pour peut-être faire redéménager Cartman dans sa maison à la place du hot dog où il est actuellement. En tout cas, on voit qu'elle n'était pas occupée depuis son déménagement et maintenant on sait qui y vit, donc ça laisse potentiellement quelques pistes. Tiens, par exemple, ça serait pas trop bien qu'il y ait genre une histoire entre le prince et la mère de Cartman ? Lui qui voulait tant que sa mère se marie à un homme riche, je trouve que ça serait encore plus drôle que ce soit avec un prince canadien aux cheveux roux. En tout cas, le personnage devient plus agréable après sa prise de conscience à la fin, et je serais très heureux de le revoir apprendre à vivre sans sa femme. Aussi, le concept de personal branding, ou en tout cas la façon dont l'image est utilisée dans l'épisode, peut vraiment fonctionner dans plein de situations. Et je vois bien les scénaristes réutiliser ça plus tard dans la saison, ou même plutôt dans les events qui suivront, un peu à la manière des Streaming Wars qui réutilisaient les agents immobiliers de la saison 25. En tout cas, ce n'est que quelques petites pistes, mais vu qu'on est revenu sur un format plus feuilletonnant, personne ne peut vraiment savoir ce que nous réserve la suite de cette saison. Pour conclure, The Worldwide Privacy Tour était vraiment sympa. Même si j'ai au début eu un peu de mal avec cet épisode, j'ai finalement maintenant beaucoup de sympathie pour celui-ci. La critique est juste même si elle tourne un peu en rond, mais l'important c'est que l'épisode soit drôle et qu'il reste pertinent, d'autant plus que les deux intrigues se répondent parfaitement. C'est un très bon début de saison que nous avons là, en tout cas déjà bien mieux que la 25, et il ne me tarde de voir ce tant attendu épisode 3 qui aura décidément su se faire désirer. Et voilà, c'est maintenant que se termine cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me donner votre avis sur cet épisode dans les commentaires, puisque j'ai l'impression qu'en France, il a un peu plus déçu qu'aux États-Unis, même si de ce que j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo, vous avez l'air de l'avoir pas mal apprécié. Malheureusement, après l'épisode 2, il y a eu une semaine sans épisode, et même si ça m'attriste, ça m'aura au moins permis de rattraper un peu mon retard sur les reviews, et ça, c'est déjà cool. Enfin bon, sur ce, on se retrouve très vite pour l'épisode 3, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!